Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité mosellane. Voici les titres de ce mercredi 1er mars. Dans cette édition, nous serons aux côtés des gendarmes à Uckange pour une opération de sécurité routière contre les conduites addictives. Suivi d'un tour en forêt avec l'ONF qui prépare le terrain pour le projet LIDAR, un outil de cartographie 3D pour collecter des données sur nos sols. Et comme toute cette semaine, direction le salon de l'agriculture. Avant d'ouvrir au public, les exploitants doivent également préparer les animaux comme la traite pour les vaches. Image dans un instant. Jeudi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies toute la journée. Les températures seront encore glaciales au réveil, de -2 à -1 degré. 11 degrés attendus au meilleur de la journée. En France, ils sont plus d'1,6 million de joueurs amateurs au cœur de ce marché en plein essor qu'est l'e-sport. Vous savez, ces compétitions professionnelles de jeux vidéo très suivies par les passionnés. Notre invité ce soir est Thomas Willum, président du club Helios Gaming. Bonsoir. Bonsoir. Alors dernièrement, l'équipe est partie à Londres pour la Coupe d'Europe, la e-Champions League FIFA 23. On va parler de ça, mais également du reste de votre actualité dans un instant. Mais avant, on développe les titres. À chaque nouveau mois, son lot de changements, tabac, démarchage téléphonique, carburant. Voici ce qu'il faut retenir pour le mois de mars, à commencer par une inflation prononcée. En pleine inflation, les produits du quotidien ont déjà fortement augmenté. Et avec la fin des négociations ce 28 février entre les fournisseurs et la grande distribution, une nouvelle hausse des prix est attendue, entre 15 et 20% sur l'alimentation entre autres. Mauvaise nouvelle également pour le porte-monnaie des fumeurs. Le prix de certains paquets va dépasser les 11 €. Tous les tarifs sont consultables sur le site des douanes. En parallèle, certaines mesures viennent alléger les ménages. Total Energy a annoncé il y a quelques jours le plafonnement de ses prix à 1,99 € du 1er mars à la fin de l'année. D'ailleurs, vous avez jusqu'au 31 pour demander à bénéficier de la prime carburant de 100 € sur le site impôts.gouv.fr. Énergie toujours avec cette aide de 5 000 € pour tous les foyers souhaitant passer dès le 1er mars à la géothermie. Il s'agit d'un système de pompe à chaleur fonctionnant grâce aux calories de chaleur présentes sous la terre. Parmi les changements attendus, le reste à charge des tests de dépistage du Covid-19. Ils ne seront plus intégralement remboursés par l'assurance maladie, sauf pour les personnes les plus fragiles, mais pourront être couverts par votre mutuelle. Et puis fini d'être dérangé par le démarchage téléphonique les week-ends, l'encadrement des appels commerciaux set-off. Dès le 1er mars, les appels à des fins commerciales seront interdits les samedis, dimanches et jours fériés. Le reste de la semaine, ils devront être effectués de 10 h à 13 h et de 14 à 20 h. Le 31 mars marque également la fin de la trêve hivernale. Depuis le 1er novembre, cette trêve rendait l'expulsion d'un locataire impossible, ainsi que la suspension du gaz et de l'électricité en cas d'impayé. En politique aussi, le changement est de mise, et notamment au sein de la Fédération départementale de Renaissance, le parti présidentiel. Lise Simon avait officiellement été désignée référente le vendredi 3 février, obtenant 60,48% des voix des adhérents mosellans. Mais son élection a été annulée à la suite d'un recours déposé par le député Ludovic Mendes. La raison ? Un des permanents du siège aurait rompu son devoir de neutralité en envoyant des messages à un membre de l'équipe de Ludovic Mendes. L'utilisation des moyens du parti est donc remis en cause. Un nouveau vote aura lieu les 18 et 19 mars prochains. Un vent de mécontentement a soufflé devant la plateforme de l'hypermarché à Montois-Flanville, l'hypermarché Lidl. Les employés se sont réunis aujourd'hui pour un piquet de grève issu d'un mouvement national. Comme beaucoup, ils souhaitent une revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail, tant sur la plateforme logistique qu'au sein des magasins. Patrick Gross, délégué syndicat CFDT à Lidl, était au micro de Lucie Philippot. On avait demandé un coup de pouce de la part de la direction au niveau salaire, on ne l'a pas reçu. Une prime de participation, de partage des valeurs, qui soit à peu près raisonnable. Et la direction nous a donné un chèque en blanc, en ne donnant pas de somme, et on devait signer un accord où la somme n'était pas décidée encore. Il prenait en compte l'inflation de mars à août. Et on avait peut-être une prime en octobre, mais qui n'est pas encore de montant décidé de la part de la direction, donc on ne peut pas signer cet accord. On demande une prime minimum de 500 € à la direction
et une amélioration des conditions de travail. Là aussi, la direction n'a pas entendu les revendications de la CFDT. Il n'y a aucun dialogue avec la direction depuis ce matin. On espère qu'il y aura une réouverture des négociations, mais si ce n'est pas le cas, la grève elle est reconductible. Cette grève nationale a eu un impact sur le site de la plateforme logistique. Certains caissiers étaient également mobilisés ce jour, comme ceux du Lidl de Boulay. Le magasin était donc fermé ce mercredi. La saga Skylander, projet avorté dans les années 2010, continue. Le tribunal correctionnel de Paris vient de trancher. La région Lorraine, qui avait investi 20 millions d'euros d'avance, ne sera pas remboursée, car le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas eu tromperie ni de surévaluation des perspectives commerciales de la part de l'ancien dirigeant de la société Sky Aircraft. Il encourt cependant 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une peine de 3 ans avec sursis d'interdiction de gérer une entreprise. Jérôme Le Saint, directeur de la centrale de Cattenom, était de passage au Cercle des Parèges. L'occasion pour nous de lui poser quelques questions autour du nucléaire et de son avenir sur le territoire. Démarrage du réacteur numéro 3, installation de réacteurs nouvelle génération, mais également la problématique de la sécheresse. Il a répondu au micro de Lucie Philippot. Pour ce qui est du réacteur numéro 3, nous étions sur des travaux de remplacement de tuyauterie dans le cadre de traitement de la corrosion sous contrainte, des fines fissures que nous avions trouvées, qui n'ont pas d'impact sur la sûreté. Les remplacements de tuyauterie sont terminés maintenant depuis la semaine dernière. Nous avons entamé le rechargement du combustible, c'est-à-dire qu'on met du combustible dans la cuve, les opérations de redémarrage commencent et donc d'ici fin mars, nous devrions avoir redémarré le réacteur numéro 3. Il faut bien comprendre le process nucléaire où nous avons une transparence absolue. Chaque événement, quand il y a un écart à notre code de la route, vous imaginez, vous tournez un carrefour avec votre voiture, vous oubliez de mettre le clignotant, vous appelez la gendarmerie pour leur dire vous avez oublié votre clignotant. C'est ce qui se passe à la centrale. Des événements de niveau 1 sur l'échelle INES qui en compte 7 sont des événements où une procédure n'a pas forcément été respectée et qui n'a pas de conséquences en termes de sûreté. Pour ce qui est de l'événement en termes de radioprotection, un des intervenants avait une particule radioactive qui a été détectée sur sa joue. C'est quelqu'un qui a respecté les protocoles, qui nous a permis de détecter la présence de cette particule très rapidement, ce qui fait qu'il n'y a pas d'impact sur la santé de la personne. Cette personne va faire l'objet d'un suivi médical pour s'assurer que dans la durée, il n'y en aura pas. Voilà, mais c'est un événement qui est très ponctuel et qui n'a pas d'impact sur la santé de la personne. Alors, pour fonctionner, la centrale a besoin d'eau pour son refroidissement. Le niveau de la Moselle et les débits là sont suffisants. L'été, quand il fait plus sec, en cas de sécheresse, nous appuyons sur l'ouvrage du Vieux Pré dans les Vosges, qui est le barrage dans lequel on a une eau qui est réservée, un volume d'eau qui est réservé pour Cattenom. Ce volume est complet à l'heure où je vous parle, donc pour l'été qui vient, il n'y a pas de crainte spéciale, en tout cas pour Cattenom. Dans la région, il a plu suffisamment pour remplir le barrage du Vieux Pré. Techniquement, il y a de la place à Cattenom pour accueillir des réacteurs de type EPR. De l'eau dans la Moselle, et il y en a suffisamment. Les débits sont encore relativement suffisants. Maintenant, ça va dépendre de la volonté d'accueillir sur le territoire ces nouveaux EPR. Donc là, ça ne dépend pas de la volonté d'EDF. On verra ça dans les années qui viennent, je pense. On continue sur les routes. Les gendarmes de la brigade motorisée de Hayange, ceux de la brigade territoriale du Cange et sa police municipale ont copiloté une opération de contrôle routier renforcée axée sur les conduites addictives. L'objectif, faire prendre conscience aux automobilistes de la hausse des chiffres liés à la prise de stupéfiants et ou d'alcool. Reportage sur place d'Aymeric Guillaume. Pour la gendarmerie, je vais vous demander le permis de conduire, s'il vous plaît, et les papiers du véhicule. 3700 suspensions de permis de conduire sur l'année 2022 en Moselle, dont 1200 liées à des conduites sous l'emprise d'alcool et autant liées à la consommation de stupéfiants. Les chiffres alarment et appellent à la vigilance. Attention. On observe un certain nombre de phénomènes assez inquiétants, notamment l'évolution des accidents liés aux stupéfiants qui aujourd'hui ont atteint le niveau des causes d'accidents qui existent en matière d'alcool. C'est assez inquiétant, surtout quand c'est coordonné avec d'autres pratiques. L'objet de ces contrôles n'est en aucun cas lié à l'actualité. Il est quotidien, réalisé de jour comme de nuit. L'objectif premier n'est pas de punir, mais au contraire de prévenir.
Quand je constate la manière dont les choses se passent, en général les gens le prennent assez bien et depuis le début du contrôle ça se passe de manière très, très fluide, sans aucune difficulté à l'égard des usagers. Les gens comprennent les enjeux de sécurité routière. En cette fin de journée, différents automobilistes sont testés contre la prise de stupéfiants. Il y a un trait où le trait n'apparaît pas, c'est que c'est positif et il pourrait être positif aux produits stupéfiants. Si les tests s'avèrent être négatifs, pendant ces contrôles, d'autres infractions ont été commises. Moi par exemple là c'est mon contrôle technique qui est pas bon, je le savais, donc je savais que voilà, j'allais prendre l'amende pour ça. Après tant mieux que ça soit que ça. Bah oui, je comprends tout à fait, c'est normal, on voit très bien tous les jours, nous on travaille au Luxembourg, donc la route on la prend tous les jours et on voit très bien que voilà, il y a des comportements inadaptés sur la route. Les chiffres liés à l'accidentologie étaient naturellement en baisse en 2020 et 2021 avec l'apparition du Covid. Mais l'ensemble des indicateurs d'accidentalité routière en Moselle en 2022 étaient quant à eux en hausse. Sur les bords de la route comme au volant, la priorité est donc de prévenir plutôt que de guérir. Je laisse faire demi-tour sur le parking et puis pour repartir. Nos sols sont source de richesse et le projet national LIDAR l'a bien compris. On en parle dans la rubrique du jour. Tout connaître de nos sols et les protéger en fonction des enjeux de demain. C'est l'objectif de l'outil LIDAR pour récolter des données du sol depuis les airs. Mais avant de prendre de la hauteur, il faut procéder au calibrage de placettes, c'est-à-dire répertorier tout ce qui compose les sols avec par exemple les arbres. Et c'est là qu'intervient l'Office national des forêts. Explication dans ce reportage. Un charme à 12,34 m. 7,54 m. 19 deux fois. Ces techniciens forestiers sont en plein calibrage. Ils répertorient les arbres autour de cet appareil. Ce périmètre d'arbres, c'est une placette. L'objectif, ça va être sur un rayon de 15 mètres, de pouvoir identifier chaque arbre et de pouvoir le localiser précisément. Le type d'arbre, ses caractéristiques, s'il est destiné à la coupe ou non, tout est relevé. Donc ces données, elles sont rentrées dans une application. On va noter toutes les caractéristiques, mais également l'état sanitaire de l'arbre, s'il est normal et s'il est martelé. Et ensuite, ces données vont être transmises. Ce recueil de données est une étape du projet LIDAR, un plan national qui s'étale sur 5 ans. Il a pour but de connaître nos sols et de prévenir des risques naturels. Une fois les feuilles tombées, un appareil ultra perfectionné sera géré par l'Institut géographique national depuis un avion. Celui-ci scannera les 1906 km² d'hectares de forêt en Moselle, les surfaces agricoles, les cours d'eau et communes. Grâce à cette placette, on va pouvoir la mettre en parallèle avec les nuages de points de LIDAR pour pouvoir mettre en concordance la localisation, donc les coordonnées géographique de chaque arbre de façon très précise. Le vol permettra de récolter un nuage de points précis. Ce nuage de points, on va le classifier. C'est-à-dire qu'on va dire, on va donner en fait végétation, une classe végétation, une classe, imaginons habitation, une classe sol. Et ces différentes classes nous permettent d'avoir vraiment un rendu en 3 dimensions de ce que l'on a volé. L'outil LIDAR est un outil très puissant, mais n'a pas vocation à remplacer l'homme sur le terrain. Il vient en complément du travail des forestiers. Comme toute cette semaine, nous voilà de retour au Salon de l'Agriculture à Paris, où même en présence du public, il faut s'occuper des bêtes et notamment de la traite des vaches, sujet auquel s'est intéressé Valentin Piovesan. Regardez. Allez. Cette vache approuve de la résistance. Albert, on y va? Allez. Elle est attendue en salle de traite, mais la traversée du salon de l'agriculture s'annonce plus compliquée que prévu. Elle sait qu'elle va aller dehors, puis elle a du monde, donc du coup c'est pas comme à la maison, mais ça va. Cette vache de race Primostheim produit entre 50 et 60 litres de lait par jour. Du coup, vu que là elle est toute seule, donc du coup l'éleveur s'occupe plus d'elle, donc du coup elle va donner plus de lait. En fait, plus on lui donne d'amour, plus elle donne du lait. Durant la période de traite, le public est nombreux à s'amasser devant les barrières. Certains peuvent y rester des heures, c'est le cas de Christian et sa femme. Toujours impressionnant de voir les différentes formes, les différents gabarits et impressionnant de voir le volume de lait quelquefois qu'on arrive à tirer sur une vache, c'est impressionnant.
La salle de traite accueille quotidiennement 320 vaches, alors forcément, la production de lait est conséquente. Après un début de salon, on est autour de 9000 litres de lait et en fin de salon, plus 6000 quoi. Et on produira sur les 10 jours 65 000 litres de lait. Une fois le lait récolté, il circule dans ces dizaines de tuyaux. Avant d'arriver dans cette cuve, il sera par la suite distribué dans une laiterie partenaire du salon. On consigne les productions de chaque vache et en fin de salon, on fait un filtre par race de vache et le salon donc reverse la paille de lait aux éleveurs. Une paye qui permet aux agriculteurs de se rendre une fois par an dans la plus grande ferme de France. Avec 9 voix reçues sur les 11 membres du jury, la Lorraine Céline Rigui a décroché ce mardi soir à l'hôtel du département de la Moselle le 36e prix Marguerite Puldemange pour son premier roman intitulé Berline. Ce prix sera officiellement remis à l'heureux élu lors du prochain Livre à Metz qui se tiendra du 14 au 16 avril prochain, place de la République à Metz. Aline Brunwasser, présidente de l'événement, et Patrick Weyten, président du département de la Moselle, réagissent justement au micro d'Arnaud Demerlet. Ce qui a fait la différence, je crois que c'est une écriture extrêmement sensible, très belle écriture. Ses qualités stylistiques ont vraiment été mises en valeur. Et puis c'est l'histoire de ce Fernand qui, après une explosion, est enfermé dans la mine de fer ou de charbon, et qui, par la force de ses souvenirs, revient à l'existence. On a même parlé d'une forme de renaissance ou d'accident salvateur. Les membres de ce jury ont été extrêmement éloquents et convaincants avec des analyses extrêmement fines. Je pense qu'on est véritablement là dans une démarche culturelle de grande qualité qui donne du rayonnement et, comme l'a dit la présidente tout à l'heure, elle veut ouvrir ce livre à l'ensemble des enfants de Moselle, collégiens, lycéens, établissements scolaires de proximité. Et là aussi, on est de la lecture publique pour tous, et c'est indispensable, c'est cette culture-là que nous voulons pour que chaque Mosellan puisse l'aborder, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation personnelle et surtout quel que soit son territoire. Comme chaque mercredi, Alicia Hublot vous invite à ouvrir la boîte à malice. Et cette semaine, elle s'est intéressée à plusieurs jeunes réalisateurs, dont Gaspard Lieberman, qui concourt au Nikon Film Festival. Au programme également, un focus sur la 21e édition du festival Scène au bar, qui va se dérouler dans toute la vallée de la Faine chez Athionville du 4 au 18 mars. Un festival convivial et plus encore, comme l'explique ici le bénévole Patrick Jacquemot. C'est clair qu'on veut ramener de cette convivialité quand nous, on débarque dans un lieu. Alors déjà, on ne chasse pas les habitués, c'est nous qui venons à eux. Et on amène un autre public à découvrir aussi ces établissements parce qu'ils sont chargés de vie, chargés d'histoire, et on ramène, nous, soit une petite touche de chanson, soit une petite touche d'humour, soit une petite touche d'émotion qui fait que le bar, il gagne encore une histoire à raconter. Alors on va rire, on va pleurer, c'est sûr. Plaire à tout le monde, on ne veut pas plaire à tout le monde. C'est pas, on veut pas proposer du dérangeant, mais on veut que les gens soient aussi surpris par notre programmation. Et c'est pour ça qu'on est capable d'avoir des artistes de 63 ans et rodés au one-man show, et aussi d'avoir comme Petite Gueule, qui est une slameuse qui débute. Oui, les deux nous plaisent et les deux, on veut les proposer au public. Faire semblant, pourquoi on fait tout ça? Franchement, pourquoi on prend sur soi? On nous l'apprend si on arrêtait ça. Entre la courtoisie et l'ennui, il n'y a qu'un pas. Je veux parler de tout plutôt que de rien faire. Genre, c'est trop fake, je suis pas bien. Mon CV, ton CV, Montagnier, Claude François, c'est bon là, je crois. Pour tout connaître du festival Scène au bar, ouvrez la boîte à malice ce soir à 19h ou bien rendez-vous sur notre site internet. Et maintenant, place au sport et plus particulièrement au sport numérique, de plus en plus prisé. Thomas Villaume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du club Helios Gaming. Actualité toute récente, vous étiez à Londres donc fin février, mi-février, pour participer à la e-Champions League, la Coupe d'Europe FIFA 23. C'était la première fois que vous vous déplaciez sur cet événement-là ? En tout cas, c'est la première fois après la pandémie, parce que le calendrier national par rapport à la crise a été complètement bloqué, international. Et du coup, avec le mandat que j'ai pris sur la présidence d'Helios Gaming, on a relancé les équipes de haut niveau et la démarche d'accompagnement des jeunes talents vers le haut niveau. Et là, on était qualifiés en Ligue des Champions, qui réunissait les 64 meilleurs joueurs du monde. Alors, vous ressortez avec quel classement de cet événement-là ? Alors, malheureusement, notre
notre joueur n'a pas réussi à passer sur la phase principale, mais il faut dire que la compétition était vraiment rude, c'est-à-dire que nous, Helios Gaming, on était un peu un David contre des Goliaths, dans la mesure où les 63 autres joueurs venaient de clubs professionnels, étaient rémunérés pour, et là notre joueur a vraiment, c'était sa première compétition aussi, enfin sa première sortie en présentiel, donc vraiment il s'est adressé au gratin mondial, et aussi au niveau des étapes qualificatives, il y a eu 4 étapes qualificatives, passant de l'ouverture à tout le monde, puis les 1024 meilleurs joueurs, puis les 32 meilleurs joueurs, puis enfin les 16 meilleurs joueurs pour intégrer cette compétition. Donc c'est-à-dire que par rapport au calendrier, c'est vraiment un très très jeune espoir. Et par la suite, là, on est en train de faire en sorte que l'équipe se qualifie à la Coupe du Monde des clubs. Et aussi, il y a une phase qualificative du championnat e-foot de la Fédération française de football qui va se faire, dans lesquels on va permettre à nos joueurs de continuer leur lancée. Donc là, ce sont des prochaines compétitions à grand rayonnement. Est-ce que vous avez vocation à faire des compétitions plus locales ? Alors en fait, la naissance d'Helios Gaming, c'est un circuit d'événementiel qui était la doctrine de permettre aux compétitions et aux joueurs amateurs de venir sur les territoires. Donc bien évidemment, ce sont des choses que nous avons en projet. De plus en plus de partenaires sollicitent Helios Gaming pour retravailler sur ces sujets parce que l'e-sport haut niveau, c'est effectivement l'élite, mais nous, notre doctrine, c'est de permettre à des jeunes qui n'auraient pas l'occasion effectivement soit de progresser, soit d'avoir la structure d'encadrement pour qu'ils puissent se déplacer au niveau international. D'avoir un cadre. Et d'avoir un cadre, tout à fait. Et ça, c'est vraiment très très important. Alors une école avait été mise en place il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est fermée, en tout cas depuis 2021, ainsi que la succursale qui est à Épinal depuis 2022. Est-ce qu'il y a d'autres projets de cet acabit-là dans les cartons ? Alors en tout cas, on sait que l'e-sport reprend du poil de la bête et c'est même une feuille de route au plus haut niveau de l'État. C'est la semaine dernière, j'étais interrogé en lien avec Bercy justement pour créer une feuille de route, parce qu'une des volontés politiques, notamment du président Macron, est de faire en sorte que la France devienne un État de l'e-sport, ou du moins un leader européen. Dans ce sens-là, on sait qu'il y a eu beaucoup de déçus, tant les attentes étaient nombreuses. Donc effectivement, vu que les métiers vont reprendre, parce que je rappelle, c'est plus de 11 500 000 joueurs d'e-sport amateurs ou à plus haut niveau, donc la tendance continue à se développer, et l'e-sport a besoin de métiers, soit notamment pour professionnaliser la filière au niveau des joueurs professionnels, mais aussi on a besoin de compétences pour gérer les événements, gérer les communications, gérer le média, voilà. Donc en fait, de toute façon, en tout cas, je vous invite à contacter Helios Gaming pour tous ceux qui sont intéressés par ces filières de formation, parce qu'on sait qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Alors, vous l'avez dit, on peut parler d'essor à l'échelle internationale, en France également. Est-ce qu'on peut parler d'essor en Moselle ? Oui, tout à fait. La Moselle a toujours été un territoire, alors en tout cas un des leaders avant pandémie de l'e-sport, c'est-à-dire qu'en Moselle, de par son tissu associatif et son faisceau de structures, c'était le territoire où il y avait le plus de compétitions e-sport en France. Et ça, c'est vraiment une particularité que l'on retrouve. Avec, là, les calendriers sont en train de se refaire, c'est-à-dire que tout le monde, on est encore dans une phase où post-Covid, qui est encore compliquée, c'est-à-dire que tous les événements nationaux, les plus gros événements régionaux avaient été annulés, et là maintenant c'est une phase qui est en train de reprendre, et donc la Moselle est un de nos partenaires principaux. J'ai vraiment cœur à faire en sorte que notre territoire redevienne le territoire le plus e-sport de France, bien évidemment. Merci beaucoup pour vos explications et votre présence sur ce plateau. À bientôt. Merci beaucoup. Et avant de conclure, direction Sarrebruck, où la municipalité s'est engagée encore plus dans la lutte contre l'homophobie, pour montrer que tout le monde est le bienvenu, peu importe son orientation sexuelle, sa religion ou sa nationalité. Uwe Conrad, le maire, a souhaité l'installation de feux de circulation représentant des bonhommes de même sexe. 2 hommes bras dessus bras dessous pour le feu rouge et main dans la main lorsqu'ils passent au vert. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Pour la suite de votre programme, Jean Milon fera face à Antoine Spagna, directeur du Seven Casino d'Amnéville. Et puis à 19h, ouvrez une nouvelle boîte à malice pleine de surprises. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.